En tout cas, merci à tous d'être là ce matin, puisqu'on fait, je crois qu'on fait la conférence d'ouverture, hein, d'une certaine manière. Donc on fait l'ouverture de ce salon InnoRobot, là, enfin InnoRobot et SIDO. Nous on appelle ça un peu InnoRobot parce que la partie qui nous intéresse beaucoup, pour ce qui concerne le cluster Coboteam et les entreprises de cette zone, c'est la partie robotique. Alors on va échanger ce matin sur on va dire sur la robotique humanoïde et surtout de service, hein, qui s'appelle donc la table ronde, la filière à pied et main d'œuvre. Et on va discuter avec nos invités de ce sujet. Alors moi je suis Frédéric Hénin, je suis directeur du cluster Coboteam. Coboteam c'est un cluster régional qui s'intéresse, on va dire, à toutes les formes de robotique. Beaucoup de robotique industrielle, c'est vrai, mais le secteur de la robotique de service a toujours été un secteur qui nous a intéressés. On a des adhérents dans ce domaine et c'est un secteur qui est en très très forte croissance. Mais nous, en tant que cluster, ce qui va nous intéresser, c'est savoir où se fait l'innovation. Et l'innovation, évidemment, ce n'est pas seulement de la technologie, c'est aussi l'usage, c'est-à-dire une technologie, une nouvelle façon d'utiliser quelque chose, mais qui est diffusée. Donc diffusée, ça veut dire la plupart du temps vendue. Et ce qui va nous intéresser ici, avec nos invités, c'est ce qui se diffuse, ce qu'on commence à voir arriver sur le terrain. Et pour ce qui concerne cette robotique, donc la robotique qu'on appelle de service, notamment à l'usage des personnes qui ne sont pas du tout des roboticiens. Donc, et ici, il y a et des non-roboticiens, des spécialistes du secteur, des roboticiens. Donc on va parler avec nos invités. Je vais tout de suite leur donner la parole pour un premier tour de table de présentation, on va dire, très rapide de chacun de vous, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Voilà, tu peux prendre celui-ci. Oui, tu peux commencer. Bonjour à tous, je suis Léopold Vatrin, ingénieur de formation. Je suis fondateur de Léobotics, l'univers du robot, société créée il y a 5 ans, dans le but de rendre accessible la robotique à tous à travers 3 points innovants. Nous sommes distributeurs de robots, toutes catégories confondues, hein, des robots autolaveuses, des robots de service, des robots éducatifs, etc. On a créé une des plus grosses bases de données de robots existantes sur le marché, une sorte de comparateur de robots accessibles gratuitement et en ligne, hein, sur notre site leobotics.com, sur nos réseaux sociaux. Et on a créé finalement, il y a 4 ans, on a ouvert le premier magasin de robots en France, qui est ici à Lyon-Confluence, hein, pour ceux qui auront le temps de passer dans la semaine. Voilà, un véritable espace d'innovation et de partage dans le domaine robotique. Un magasin physique où vous retrouvez des hommes, des femmes, où vous retrouvez du stock, du conseil, des démonstrations, etc. Voilà, merci. Merci. Bonjour, je suis André Monteau. Alors, je suis une bête curieuse. En fait, je suis président de l'office de tourisme du lac d'Annecy et en même temps, j'ai un passif de 25 ans en robotique et mécatronique. Et je suis aussi vice-président du Global Robotic Cluster, qui est un réseau mondial de 45 clusters, dont le siège est en Corée du Sud. Corentin Raymond, ça va? Vous m'entendez? C'est assez perturbant. Donc Corentin Raymond, je suis le dirigeant de l'entreprise Global Smart Development qui expose donc sur ce salon InnoRobot. Et donc moi j'ai une trentaine d'années d'activité, plutôt dans le monde des services, l'hôtellerie, la restauration au début de carrière, et puis ensuite dans les services aux entreprises. Je suis passé par l'informatique de gestion, un peu le numérique, le digital, et j'ai créé donc il y a 18 mois une entreprise pour rendre accessibles les nouvelles technologies. Alors j'ai commencé avec la robotique, mais l'idée c'est peut-être d'aller aussi sur d'autres nouvelles technologies pour le monde du service, qui est assez loin finalement de la robotique, même si on voit que l'électronique rentre de plus en plus. Je prendrai un exemple, c'est celui des fours, les fours connectés aujourd'hui dans les cuisines. Aujourd'hui, donc la robotique peut arriver dans les hôtels, les restaurants, les sociétés de nettoyage, la propreté. Voilà, donc j'investis ces différents univers. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Louis-Romain Joly, je travaille au sein de la direction de la recherche de SNCF, c'est bon, vous m'entendez toujours? Oui, ok, merci. Mon métier, si je dois le définir en une phrase, est pas tant de développer de la robotique, même si pour nous un bon dialogue avec les roboticiens, on manipule quand même nous-mêmes les outils de la robotique.
Mais mon métier, c'est de faire émerger un écosystème robotique ferroviaire et si possible à l'échelle européenne, puisque c'est ça la taille de marché qu'il faut viser. On est trop petit en France. La robotique de service pour le ferroviaire, elle pourrait être très très vaste. Ça peut être de la robotique de service pour les clients. C'est pas l'axe qu'on a pris nous pour l'instant parce que c'est beaucoup de complexité à gérer quand même dans nos gares. Il y a des flux qui sont parfois très importants. Donc pour un peu plus de simplicité, on a pour l'instant décidé de travailler sur une robotique de service mais de back office. Donc pour nos équipes et donc une robotique de maintenance pour la maintenance du réseau et la maintenance du matériel roulant. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Eh ben, on va en parler tout de suite puisque le premier tour de table est fini. Justement, le premier thème de cette table ronde, c'est un retour d'expérience un peu concret. Justement, Louis-Romain Joly, lors de la préparation de la table ronde, vous me parliez justement, c'est ce que vous venez de dire, de 3 exemples concrets. Un robot de désinfection pour l'espace voyageur, le robot maître, vous nous expliquerez ce que c'est exactement, puis le robot de maintenance de la voie. Donc ça, on va dire que c'est 3 premiers projets concrets de robots qui vient en fait en assistance aux cheminots, je vais dire, mais pas que. Exactement. Donc, on aurait pu prendre d'autres projets parce des projets ont été menés avant. Vous avez peut-être vu, par exemple, à la gare d'Aix-en-Provence, qui n'est pas très loin d'ici, des robots aussi qui sont restés un petit temps. On a fait beaucoup d'expérimentations. Des robots d'accueil, c'est ça. C'était des robots d'accueil. Des robots d'accueil, exactement, ouais, ou de filtration d'air. Donc c'est moyen comme accueil, mais il était quand même dans l'espace d'accueil. C'était nécessaire à un moment donné, quoi. Voilà, ou des robots qui informaient les voyageurs. C'est le cas à Aix-en-Provence ou en Pays de Loire. C'est des expériences qui sont un petit peu anciennes maintenant, avec Pepper par exemple, et qui n'ont pas passé le cap de l'industrialisation. Bon, j'espère que les 3 exemples les plus récents là, que je vais prendre sauront franchir ce cap. Et c'est vraiment pour ça qu'on travaille sur cette notion d'écosystème, parce que développer la techno tout seul, on sent que ça ne suffira pas pour notre secteur. Il faut accompagner en travaillant vraiment aussi sur le tissu technico-économique. Donc pour ces 3 exemples, donc je vais commencer par le robot de désinfection. Donc c'est dans le cadre d'un gros projet de recherche européen qu'on mène avec d'autres opérateurs ferroviaires en Europe et notamment en Italie et en Pologne. Voilà, même si ça commence à être un peu loin maintenant, on a tous encore en mémoire la crise sanitaire et c'est en réaction par rapport à la crise sanitaire qu'on a lancé ce développement. Voilà, parce que les coûts d'exploitation, quand l'État nous demandait de désinfecter les trains chaque jour, ont explosé. Cette désinfection, elle était très chère et elle était prise en compte par l'État, donc par chacun d'entre nous. Bon. Peut-être qu'une nouvelle crise ne surgira pas, mais au cas où elle ressurgisse, ou pour traiter des crises saisonnières, voilà, on travaille sur un robot de désinfection et dans une philosophie modulaire. Certes, la première application visée, c'est la désinfection, mais tant qu'à promener un robot dans un train, s'il peut nettoyer les sols, s'il peut inspecter tous les aménagements intérieurs, ça peut avoir une forte plus-value. Donc sur tous nos projets, en fait, on pousse beaucoup cette philosophie du modulaire. Parce que voilà, dans le ferroviaire, il y aura beaucoup de robots peuvent être utilisés, mais c'est pas un robot qui va traiter tous les usages. Mais par contre, on aura peut-être 40, 50, 60% de composants communs, et tout ce qui peut être commun, il faut le développer une fois et arrêter de le faire. Sinon, ça va nous coûter très cher, prendre énormément de temps. On va en développer 1, 2, 3 et on va s'arrêter. En quelques secondes, comment est mis en œuvre ce robot de... Comment il est mis en œuvre ? Oui. Alors pour l'instant c'est un projet de recherche. On va recevoir notre robot là en début de mois prochain et on le testera pour l'instant sur des rames à plancher bas intégral, puisqu'on a un sujet, c'est le franchissement des marches, voilà, avec parfois des architectures un petit peu compliquées. Et l'idée c'est que ça soit un robot 100% autonome en fait, que nos équipes de nettoyage ou nos agents viennent placer le robot dans les caisses, dans le train, qui fasse une première ronde pour s'assurer que personne n'est présent à bord, puisqu'après on va envoyer des produits chimiques pas très sympathiques, où les Italiens envisagent plutôt d'utiliser des lumières UVC, mais qui ne sont pas très sympathiques non plus pour l'ADN. Donc il faut que ça soit une solution 100%, enfin une fois que le robot est dans le train, que ça soit 100% autonome pour pouvoir mettre les agents à distance du risque. Je veux dire quelque chose qui paraît un peu bête, mais les agents ne sont pas des roboticiens.
Du coup, quand on dit Du 100% fait, non. autonome, et il faut vraiment que ça soit Et la avec un mise en haut degré œuvre, d'autonomie, et ouais. c'est mis en œuvre. Par des non-roboticiens, c'est-à-dire des personnels qui s'occupent d'habitude de Exactement, de- l'agent de peut l'hygiène démarrer le du cycle, train. Ouais. mais il ne doit pas intervenir plus que ça, ou vraiment de manière très très ponctuelle. Voilà, par exemple, sur l'autre application de robots d'inspection multifonction pour l'infrastructure, on peut entendre que les robots envoient de temps en temps des alertes à nos techniciens. Mais voilà, c'est une alerte par semaine ou une alerte tous les 2 jours, mais les gens ne peuvent pas passer leur temps à venir. Enfin, soit il y a une tâche qui est exécutée avec beaucoup plus de coopération entre l'homme et le robot, et là, effectivement, les gens peuvent gérer des choses. Mais quand on va vers des applications à forte autonomie, il faut vraiment que le robot soit robuste et se débrouille tout seul. Il y avait le robot-maître et le robot de maintenance de la voie. Alors, le robot de maintenance de la voie, c'est ça aussi. Le robomètre, donc là c'est un exemple où il y a plus de collaboration, de coopération entre le robot et l'humain. C'est un petit outillage en fait. Par exemple, quand on trouve un défaut sur la voie, on peut être amené à prendre des mesures de restriction, ce qu'on appelle des restrictions temporaires de vitesse. Bon, je pense que le terme parle quand même. On va abaisser la vitesse des trains pour être sûr qu'on circule en sécurité. Ces signaux, ça peut être des panneaux qui sont posés en bord de voie et il faut les poser à la bonne distance du défaut pour que le train ait le temps de ralentir. Aujourd'hui, on utilise, je pense que vous avez tous déjà vu ça, des petites roulettes là, avec les compteurs, là, le même système que Léonard de Vinci avait créé avec sa brouette, là, un peu plus compact. Et ce qu'on a commencé à développer cet été, ce qu'on va poursuivre, c'est un petit robot qu'on place sur la voie. L'agent lui dit, ben voilà, moi je veux que tu te places 250 mètres avant le défaut. Il programme ces 250 mètres, le robot file, et là où il s'arrête, l'agent sait qu'il peut placer son signal. Voilà, c'est aussi des petites applications comme ça. Est-ce que c'est vraiment un robot parce qu'il n'y a pas un haut degré de perception de l'environnement ? Peut-être, peut-être pas, mais on s'en fiche un peu. C'est une machine autonome avec une interaction avec son environnement, avec un utilisateur, qui plus est, qui n'est pas un roboticien. Donc moi je coche robot. Et même Kobo, on pourrait dire d'une certaine manière. Parce que c'est ce une qui compte machine, surtout, voilà. en fait, robot par robot, enfin, on ne veut pas être des ayatollahs de la définition des robots, mais c'est surtout offrir on va dire des nouvelles machines qui rendent service aux gens dans nos business units, quoi. Exactement. Corentin, justement, des machines qui rendent service en fait, sur le poste de travail, tu en distribues. Tu es un spécialiste toi, de ce qu'on va appeler les CHR, c'est même toi qui m'as appris cet acronyme, café, hôtel, restaurant. Et en fait, tu as des expériences concrètes de robots dont on pouvait imaginer au départ qu'ils allaient être ceux les plus distribués. Et finalement, il reste encore du travail, un peu d'évangélisation sur ces robots. Et d'autres, finalement, qui se distribuent assez bien parce qu'ils répondent à des besoins immédiats. Oui, c'est ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est écouter le marché et savoir s'adapter. Moi, j'ai démarré avec le robot plutôt orienté service, donc port des assiettes, port des couverts. Ça marche très bien là où c'est intégré. J'ai un très bon exemple qui est le Méridien Étoile à Paris, où sur le service petit déjeuner, c'est un des plus gros hôtels français, 1000 chambres. Ils font entre 600 et 800 petits déjeuners jour. Et il y a donc au niveau du petit déjeuner 3 robots qui permettent de faire une sorte de desserte intelligente qui va de la salle à la plonge. On est sur un transport de à peu près 800 kg à 1,2 tonne de vaisselle par service. Quand on a fait du service, quand on a fait de la restauration, on sait comment ce port de charge récurrent, répétitif et important, on va porter entre 100, 200, voire 300 kg de vaisselle par service, et parfois que de la vaisselle vide, sale. Donc, ça fait combien de temps qu'ils l'ont, ce robot, Là, ça fait, je pense que ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, ça a été un des premiers POC qu'a fait Aldébaran, URG. Donc c'était un POC, mais là il tourne toujours. C'est un POC qui s'est transformé, oui, tout à fait. Ils ont changé de machine entre-temps. Ça s'est transformé en outil de travail. Effectivement. Et on pourrait leur retirer, là, ils seraient pas contents. On ne peut pas leur retirer. On peut pas leur retirer. Non. Là, il y a un mouvement de grève, alors pas du robot, mais du personnel. Ouais. Et malgré la suppression de postes. Il y a eu 2 postes supprimés. D'accord. Effectivement, donc une économie de personnel. Ouais. Mais pour ceux qui sont là, et d'ailleurs, il y avait des personnes qui avaient des difficultés de santé et donc limitation de port de charge. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la première intervention des ressources humaines sur l'établissement, dans une approche vraiment RSE, amélioration des conditions de travail, lutte contre la pénibilité. Et donc, il y a eu un impact vraiment très intéressant. Et alors, pareil, les serveuses du petit déjeuner,
ne sont pas des roboticiennes, hein, elles ont complètement adopté l'outil. Il suffit de paramétrer la machine, et ça c'est plutôt l'intégrateur qui va le faire, même si c'est à la portée finalement de beaucoup de gens, mais on ne va pas embêter les gens, parce qu'en plus c'est quelque chose qui se fait assez peu, de façon assez peu récurrente. Donc il y a un niveau apprentissage, connaissance qui n'est pas nécessaire. Par contre, dans l'utilisation, c'est très simple. On appuie sur un bouton, il va à la plonge, il revient automatiquement une fois qu'il est vidé. Donc on voit vraiment la simplicité et l'apport sur des éléments. Alors j'ai toujours une appréhension des restaurateurs pour dire ouais, mais on met une machine technologique un peu industrielle, avec une image un peu industrielle, dans un environnement de service. Et puis vous savez, en France, on est très attaché à ce service à la française. Voilà, donc il y a un petit peu une incongruité ou un changement de regard. On le voit très bien dans les buffets asiatiques, ça ne nous gêne pas. Les restaurateurs sont un petit peu plus en difficulté avec l'intégration de ce type de robot. Néanmoins, l'impact, comme j'ai donné cet exemple, et à chaque fois, et c'est ce que j'essaye de révéler aux restaurateurs quand on fait des essais, eh bien c'est l'impact sur le poids transporté, la charge. 94% des maladies professionnelles dans la restauration sont des troubles musculo-squelettiques et des problèmes articulaires, poignets, coudes, épaules, avec des tendinites récurrentes, des gens qui sont carrément arrêtés. Quand vous regardez les chiffres de la CNAM, de combien ça coûte en arrêt, en jour d'arrêt pour notre économie, et d'abord pour la pénibilité et la souffrance que ça peut générer chez toutes ces personnes, c'est vraiment des chiffres importants. Voilà, donc c'est un peu l'angle d'attaque que j'ai eu. Et puis, je me suis rendu compte assez vite que c'est plutôt sur le nettoyage, en fait, sur la propreté, le ménage, l'aspiration, l'utilisation des aspirateurs. Et on est un peu sur les mêmes problématiques pour les femmes de chambre, les valets de chambre, avec effectivement le fait de se transporter toute la journée son aspirateur. Et il y a des innovations qui sont arrivées, des robots aspirateurs pour les couloirs, des robots de nettoyage pour les halls. Là, j'ai même amené c'est la première fois qu'il sort sur un salon, c'est le Cobotic 1900. C'est le premier robot qu'on va pouvoir mettre dans une chambre et qui est complètement autonome. Alors ici, il n'est pas bien parce qu'il n'y a pas de mur, mais dans une chambre, c'est un warrior, il va pas s'arrêter avant d'avoir tout nettoyé. Ensuite, il est transporté de chambre en chambre par le Exactement, personnel. donc ça évite comme ça à la femme de chambre d'avoir son aspirateur à traîner. Elle le prend, elle le pose, il est drop and go. Voilà. Pendant ce temps-là, elle peut faire les finitions et s'occuper d'autre chose. J'étais au Sheraton à Roissy-Charles de Gaulle la semaine dernière. Il y a un robot de nettoyage, un Fantas, c'est celui qui est présenté là, donc, que je distribue avec la société Corben. Donc on a là un outil qui est vraiment efficace. Pareil, les utilisateurs ne sont vraiment pas des techniciens. Là où il faut appuyer, c'est plutôt sur le nettoyage des brosses, c'est un peu comme pour les autolaveuses. Si c'est mal entretenu, bah oui, on n'a pas les performances du robot. Néanmoins, si ces aspects-là sont respectés, ça marche vraiment très bien. Très bien. André, 2 retours d'expérience. On va dire un premier retour avec ta casquette de président d'office de tourisme. Sur des événements ou des rencontres que tu as amorcées avec des restaurateurs, notamment pour leur parler de robotique, parce que c'est un sujet que tu connais bien. Et j'allais dire deuxième retour d'expérience, ce qui est plutôt ta carrière de globetrotter, et notamment en Asie, où tu as eu l'occasion. Alors, tu as fait des salons, effectivement, robotiques, technologiques en Asie, aux États-Unis, le CES, comme un certain nombre d'entre vous probablement. Donc là aussi, tu as vu des choses. Oui, effectivement. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit précédemment. Je veux dire, avec ma casquette robotique, j'ai essayé d'amener justement la robotique dans le secteur du tourisme. Et je vais vous dire, j'ai fait un flop absolu. Voilà ce qu'on devait dire ce matin à l'ouverture d'un salon robotique. Oui, c'est vachement bien ça. Okay. Mais en gros, j'allais dire, ça m'a ramené, alors vous voyez avec ma barbe blanche, ça m'a ramené 20 ans ou 25 ans en arrière, lorsqu'on a commencé à parler de robotique ou de cobotique dans l'industrie,
c'est bien, mais c'est pas pour moi. Donc en fait, on se retrouve à peu près dans la même situation, je pense, dans le domaine des CHR, avec deux appréhensions. Il y en a une première, alors, qui est très franco-française, qui est fait de dire qu'il y a une qualité de l'hospitalité qui fait qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas mettre une machine à la place de l'humain. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de culturel. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui me fait rebondir par rapport au très grand hôtel parisien, c'est qu'on se retrouve souvent avec des structures de petite ou de moyenne taille qui n'ont pas été conçues pour la robotique, qui ont été conçues pour de l'humain, et où les déplacements, lorsqu'on a une marche ou deux dans un restaurant, ben, c'est absolument pas génial lorsqu'on a un robot à roulette. Donc il y a quelque chose qui est assez dual, c'est-à-dire que d'un côté, tout le secteur de l'hospitalité est en tension très forte en termes de personnel, beaucoup de manque de main-d'œuvre dans le secteur, et en même temps, lorsqu'on arrive avec des solutions comme la robotique, on a une écoute, on va dire, polie, mais pas plus. Alors c'est en train de changer. C'est en train de changer sur deux secteurs. Alors, je confirme à 100% le secteur du nettoyage. Ça passe bien. Alors, je vais quand même donner des butoirs que j'ai vécu réellement. Un appel un jour d'un hôtelier qui nous dit ben non, il ne marche pas. On a eu un client qui dans une chambre a trouvé sa chambre complètement dégueulasse. La question était que la femme de chambre avait mis le robot dans un placard et le placard fermé à clé, et que le robot n'avait pas pu sortir. Donc voilà, on se retrouve. Et ça, Corentin nous le confirmera, ça marche pas. Pardon, ça marche pas, ça. Quand on fait ça, ça marche pas. Effectivement, faut travailler l'environnement. Ouais. Et il y a une phase, je dirais, de formation et d'intégration. C'est un vrai job d'intégrateur, finalement. Ouais. C'est faire travailler les humains avec la technologie, avec la robotique. Donc ouais, ça c'est un premier exemple. Le secteur de l'hôtellerie est plus compliqué. Alors déjà parce qu'il y a une question de ROI qui n'est pas évidente dans la restauration. Donc dans les très grands hôtels, moi je pense qu'il n'y a aucun problème, notamment tout ce qui est des desserts. Sur des établissements de plus petite taille, il y a quand même cette appréhension d'un outil technologique par rapport à ce que l'on connaît, ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire avoir des serveurs. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, pour ne pas être trop long, si je vais à l'international, je vais parler de... Alors je ne vais pas parler du CES, peut-être tout à l'heure j'en dirai un mot, mais je vais parler de l'aéroport de Séoul, où je vais quasiment tous les ans, où je vois justement l'évolution de la robotique. Séoul a été le premier aéroport au monde à amener de façon massive de la robotique de service dans l'aéroport. Le résultat 10 ans après, eh ben, il n'est pas top. C'est-à-dire que tous les robots, on va dire, où on pensait qu'il y avait où il y avait un besoin, c'est-à-dire le robot qui accueille, le robot qui donne des renseignements. Si vous allez à Séoul, vous verrez, ils sont contre les murs et ils ne servent pas. Par contre, ce qui fonctionne super bien, et il y en a partout, c'est les robots de nettoyage. Ça, il y en a absolument partout. Donc en fait, je pense qu'entre ce que l'on imagine être bien pour le marché et ce que le marché veut vraiment, on est vraiment dans des choses où on est vraiment au début. Donc on est vraiment dans une logique encore d'innovation, d'essayer de trouver l'usage véritablement intéressant. Lorsqu'on a 10 heures de décalage horaire, franchement, je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'aller discuter avec un robot. On a peut-être envie d'avoir quelqu'un en face de soi pour savoir où se trouvent les bagages ou à quel endroit on va changer d'avion. Très bien. Léopold, alors par rapport à ce retour d'expérience, toi c'est un peu particulier parce que en fait, on peut voir ton stand là, il est en première ligne. Ouais. Si on tourne sa tête à gauche là pour nos personnes. Tu distribues énormément de types de robots différents. C'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On va robotique d'accueil, robotique de loisirs, jusqu'à de la robotique industrielle d'ailleurs, et de la robotique pour les professionnels. Quels sont pour toi tes retours terrain et
les robots actuellement, on va dire, dont la diffusion est la plus, sinon la plus facile, en tout cas celle dont on a l'impression que ça rencontre le besoin, premier besoin. Alors, je vais déjà rebondir sur ce que tu disais, où je suis plus mitigé. On parlait de savoir où sont les bagages dans un aéroport, mais c'est sûr qu'un robot d'accueil, on peut aujourd'hui traduire dans différentes langues. Donc c'est vrai qu'on peut passer cette barrière de la langue, qui est quand même assez importante. Je suis plutôt d'accord sur le côté qu'il y a quand même une différence entre l'Asie et l'Europe. La France, en Asie, en Chine notamment, cette année, on vient quand même d'ouvrir le premier centre commercial avec des robots. On vient de créer les premiers Jeux olympiques de robots humanoïdes. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine différence entre l'Asie et la France. S'il fallait reparler de Léobotics, en tout cas ce qu'on distribue, on voit quatre grands axes de développement, quatre grands axes de produits vendus. D'abord, la robotique de nettoyage, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est environ la moitié de notre demande entrante, un quart de notre activité. Donc, on ressent le besoin, surtout pour les grandes surfaces. Je suis d'accord avec mes collègues, où il faut quand même l'environnement qui est. Donc, des robots qui peuvent laver 1500 à 2000 m² à l'eau, ou même comme notre robot MT1 qui peut balayer une usine de 100 000 m² en une journée. Mais ça, on en connaît déjà pas mal. On a un quart de robots collaboratifs, ces fameux cobots qui sont sortis quand même déjà une dizaine d'années, que nous on retrouve de plus en plus finalement dans les TPE, les startups, des sociétés qui sentent qu'il y a moyen d'automatiser une partie de leur usine, mais qui ne savent pas encore par où commencer. C'est là où Léobotics vient pouvoir aider, conseiller, en tout cas prendre par la main et adresser les meilleurs robots industriels. Je voudrais reparler aussi de la robotique éducative, où on a la chance en France d'avoir le public, autant que les lycées, les écoles d'ingénieurs privés, qui investissent largement dans la robotique éducative pour garder cette avance au niveau on avance au niveau du monde, au niveau de l'Europe, et tant mieux. Et finalement, je vais reprendre quand même le thème, les robots de service. Alors, nous, on a une demande constante de robots d'accueil, de robots d'assistance à la personne. Alors, dans les robots d'assistance à la personne, on met aussi pour les seniors en perte d'autonomie, les enfants en situation de handicap quand même. Mais je vais quand même rester sur les robots d'accueil pour les professionnels. Aujourd'hui, la demande est là, mais on a le problème de quelle société, quel fournisseur répondent à ce besoin. L'un où aujourd'hui les kiosques robotisés ou les semi-humanoïdes quasiment ne répondent plus à tous les besoins. En tout cas, le client français est toujours de plus en plus demandeur. On va vouloir des robots humanoïdes. Alors on veut tout, finalement. On veut un robot avec 2 jambes, donc il faut quand même penser à la stabilité. La gravité n'aidant pas forcément dans la robotique humanoïde. On veut du clé en main, du robot humanoïde clé en main, avec des solutions conversationnelles avec ChatGPT. Aujourd'hui, on sait que ChatGPT ça marche, donc les clients pensent que tout est intégré clé en main dans le robot humanoïde, et c'est pas le cas, sauf si on s'adresse à des solutions comme nos robots humanoïdes Unitree qui sont open source. Et puis finalement, on a aussi ce décalage entre vidéo commerciale, vidéo marketing. Les prix qui sont affichés ne sont pas forcément les bons, correspondent aux robots humanoïdes qui sont télécommandés, vraiment fermés, lorsque les robots qu'on va pouvoir commercialiser coûtent des fois 3 fois, 4 fois plus cher que le prix qui sont affichés en ligne. Donc voilà, à nouveau, Léobotics est là pour aider ses clients, mais bien dégrossir et confirmer le besoin, savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui est commercialisé, qu'est-ce qui est commercialisé en France, qu'est-ce qui est certifié CE, etc. D'accord. Garde le micro, Léopold. Oui. Justement, par rapport à ton expérience, quels sont selon toi les secteurs, alors des secteurs marchés ou des secteurs d'usage plutôt, qui seront ceux qui vont voir des robots arriver avec des innovations importantes. J'entends innovation, nouveaux usages, nouvelles technologies, mais utilisées.
Ton avis, hein, ton avis. Oui, alors bon, les personnel. environnements restent les mêmes, hein. On parlait de café et restauration. Les aéroports sont de plus en plus demandeurs, mais il y a aussi le pouvoir d'achat, hein, forcément, avec un petit peu plus de budget dans les aéroports, hein. Bon, la robotique s'adressant encore à ceux qui ont du pouvoir d'achat. Derrière, bon, moi je crois par exemple potentiellement au robot Mirokai dans Enchanted Tools, hein, la société française que j'ai quand même envie d'évoquer et que bon, on souhaite énormément un jour distribuer chez les Robotics. Justement, tu parles d'Enchanted Tools, tu parles de société française. Il y a évidemment une filière française de robotique que tu connais bien, tu connais très bien. Quelles sont selon toi les compétences, les nouveaux métiers que cela va faire émerger, si tu veux, en France notamment, et quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a des enjeux de réglementation? Est-ce qu'il y a des enjeux sociaux? Est-ce qu'il faut accompagner sur les problèmes d'acceptabilité, par exemple, ou d'éthique? Alors c'est ça. Alors, je reviens sur ta question d'avant, juste Oui. où je finis que les environnements sont quand même connus aujourd'hui, Oui. hein, mais on parle d'assistance à la personne dans les EHPAD, dans les hôpitaux aussi, en plus des cafés, des restaurants. Les nouveaux métiers, bon, on en parle déjà aussi. Hein, on est tout ce qui est IA conversationnel, le but étant le maximum d'être fluide. Et pour revenir quand même sur les fournisseurs, bon, Mirokai du coup Enchanted Tools avec leur Mirokai, cette jolie créature robotisée avec des petites oreilles de renard. Alors certains peuvent en sourire, mais je pense qu'il y a potentiellement justement une ouverture sur un nouvel environnement où en gros on va pouvoir plus accepter, les seniors vont pouvoir plus accepter ce robot-là qui ne ressemble pas à un humanoïde classique, mais qui est plutôt dans un univers assez féerique. Donc bon, j'y crois, autant que bon, voilà, le robot, si on peut parler, si on peut citer Blue Frog Robotics avec le robot Buddy, voilà, qui est français sur la table là-bas et qu'on pousse. Et le dernière société que j'ai en tête d'un point de vue humanoïde, c'est Poppy de Pollen Robotics, hein, qu'on distribue pas forcément, mais qui est vraiment adressé à la recherche. Donc voilà, on espère pousser la recherche et c'est ce que recherchent les clients français. Forcément, c'est du Made in France, c'est du Made in Europe, comparé aux nombreux produits chinois. André, les secteurs que tu vois émergents pour ce qui concerne la robotique de service et un lien rapide avec les compétences nécessaires, notamment pour la filière française, et peut-être des enjeux aussi sur les aspects réglementaires, sociaux, peut-être éthiques. Alors, s'il y a 6 mois tu m'avais posé cette question-là, je pense que j'aurais pas répondu pareil. Oui. Mais ça m'étonne pas. Je crois qu'il y a, je regarde quand même de très près deux choses. D'une part, l'évolution rapide de l'intelligence artificielle et d'autre côté, l'évolution rapide au-delà du buzz vidéo de ce qui se passe en humanoïde. Alors pourquoi je dis ça? C'est que pour moi, le facteur limitant essentiel de l'humanoïde, c'était d'une part la puissance de calcul qu'il fallait à bord du robot, et d'autre côté, d'avoir des actionneurs pour tous les mouvements qui soient à des coûts raisonnables. Il y a 6 mois encore, je disais c'est pas possible, et je n'y crois pas. Et je suis assez perturbé par ce qui se passe actuellement au niveau chinois, et puis au niveau aussi américain, peut-être un peu moins avec Optimus de Tesla, mais ce que fait Unitree et quelques autres aujourd'hui est intéressant, parce qu'en fait on se retrouve avec une filière humanoïde qui est complètement intégrée, c'est-à-dire qu'on développe à la fois le robot, mais la totalité des actionneurs qui vont avec, donc pour faire réduire massivement les coûts. Alors, où cela va aller, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas où cela va aller. Je ne sais pas quels sont les secteurs où ils vont être acceptés ou pas. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire que ça va servir pour les seniors, que ça va servir dans les restaurants. Mais je te propose une expérience de pensée. Ouais. André, tu as 17 ans, on va dire 17 ans et demi. Ouais. Tu es devant Parcoursup. Ouais.
très attentif devant ton formulaire. Ouais. Tu veux faire de la robotique. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes sur Parcoursup et qu'est-ce que tu choisis comme Alors filière? moi, franchement, je choisis une formation qui associerait, on va dire, mécatronique et intelligence artificielle, parce que je pense que c'est bien là qu'on va avoir les besoins en termes technologiques. Après, sur le côté marketing, c'est plus l'acceptabilité. Vous l'avez peut-être vu récemment dans un secteur qui est connexe à la robotique, qui sont les drones, où on commence à voir de la livraison de paquets par drone. On a son pendant qui est le fait que ceux qui voient passer les drones au-dessus d'eux en permanence en ont ras-le-bol. Donc il y a un rejet de la technologie parce qu'il y a du bruit correspondant. Donc qu'est-ce qui va se passer par rapport à la robotique ? C'est difficile à dire. Je pense qu'on va avoir ce mix entre humains et robots. Il y a des endroits où c'est parti très très vite, beaucoup plus vite que ce que l'on pensait, dans le secteur, non pas des services, de certains services, dans tout ce qui est logistique. Moi, je suis sidéré par la vitesse à laquelle on est passé des véhicules sur rail quasiment aux robots, aux AMR qui sont totalement autonomes. Ça a été un boom en quelques années. Donc je pense qu'on va retrouver la même chose dans le secteur des services. Après, je parle pour ceux qui sont en train de distribuer ces produits. Trouver vraiment la bonne niche où il faut aller, ça reste encore difficile. Corentin, même chose, Même les question. besoins que tu vois arriver, et puis avec ta casquette, on va dire, de professionnel de l'hôtellerie-restauration, autant sur l'exploitation que la formation, qui est en train de se transformer un peu en roboticien quand même, Corentin. Tu te transformes, hein, je tiens à te tout à fait. dire. Puis bon, je viens aussi Oui. du numérique, du digital, donc Oui. j'étais pas complètement néophyte. Néanmoins, le client de mon client est mon client. Vous me suivez ? Notez ça. Le client de ça- mon client est mon client. Ça veut dire que dans un hôtel, dans un restaurant, qu'est-ce que j'ai comme idée d'être servi ou de croiser un robot ? Ce matin, je voyais interagir des humains avec le robot fantasme là, que je faisais tourner. Les gens voient qu'il y a un élément mobile dans leur environnement. Ça, c'est quand même assez nouveau. Léopold, tu disais une dizaine d'années, oui, des robots qui sont assez équipés de sécurité pour être dans un environnement de travail ou de vie humaine, c'est assez récent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on forme des gens, je reviens à ta question, des gens qui aient ce prisme. Bien sûr, il faut qu'ils soient des gens qui comprennent la technologie pour voir quel est le problème sur un robot. Et encore, il y a beaucoup d'éléments prédictifs. Donc, est-ce qu'il y a un problème sur la caméra ? Est-ce qu'il y a un problème sur le lidar ? En tout cas, il faut savoir de quoi on parle. Il y a beaucoup d'éléments mobiles aussi qui peuvent être liés au nettoyage ou au transport de charge. Et puis demain, des bras articulés, des choses comme ça. Donc, les personnes qui vont intégrer ces univers, je pense que ce sont des gens qui sont avec un vrai esprit de service, c'est-à-dire qu'ils se demandent ce qu'ils vont apporter finalement au client du client pour répondre à des besoins, et puis en même temps d'être au service de son client pour l'accompagner, pour former son personnel. Je dirais qu'il y a eu quelques révolutions déjà avec le smartphone. Avec aujourd'hui, vous allez au restaurant, on prend votre commande sur un iPhone. Donc il y a vraiment de l'intégration matérielle qui se fait et demain tout sera communicant. Donc le smartphone avec le logiciel de facturation, de prise de commande, il sera connecté à l'AMR. Voilà, on peut avoir des choses comme ça qui vont aller assez loin. Néanmoins, il va falloir des humains pour accompagner, pour transformer. Voilà. Je ferai un parallèle avec les smartphones. On voit que chez Apple, on va quand même en boutique, on va se faire expliquer quelque chose. Il y a beaucoup d'assistances qui sont faites par la machine en elle-même, mais on a besoin de l'humain pour accompagner tout ça. Oui. Louis Romain, votre avis, alors j'allais dire à la fois en tant que SNCF et personnel, sur ce que vous pensez par rapport à ce que vous avez vu, ce sur quoi vous avez travaillé, qui va arriver, et ce dont on a besoin pour que ça arrive.
Alors ouais, je parlerai peut-être plus des moyens en fait, parce que vraiment nous, j'ai le sentiment qu'on est un peu à un carrefour là. On a beaucoup travaillé dans le cadre du projet de recherche européen que je citais, entre end users. On a fait peut-être un peu plus de techno que ce qu'on devrait faire, mais là on a un moment où on peut plus, on peut pas continuer à prendre en charge toute la techno. On a besoin de créer des relations beaucoup plus fortes avec les techno-providers, et c'est pour ça qu'on veut aller vers cet écosystème. Pousser la techno toute seule, ça ne marchera pas. On a évoqué plein de choses. L'adhésion des opérateurs, j'ai pas envie de parler de est-ce qu'ils vont accepter ou pas. Moi, j'ai envie de parler d'adhésion. Je veux qu'ils aient envie de venir bosser le matin parce qu'il y a un robot. En fait, ça doit les motiver plus que dire ah non, je vais encore y aller avec le truc. Donc vraiment adhésion. Les aspects réglementaires. Aujourd'hui, le monde du travail, c'est comme l'histoire de la marche, mais c'est aussi pour les normes, pour tout ce qu'on s'impose nous-mêmes. Nos règlements ne sont pas adaptés aux robots et plombent les ROI. Voilà, ROI, autre difficulté. On coche quand même beaucoup de cases et c'est pour ça que la robotique, elle est aujourd'hui pas autant développée, notamment dans le secteur de la maintenance, alors que je pense que les besoins sont hyper importants. Pour la maintenance ferroviaire, en tout cas, moi je vais parler du secteur que je connais, mais c'est peut-être le cas aussi pour d'autres maintenances. Et on a besoin de créer des relations beaucoup plus fortes entre end-user et techno-provider. Et nous, on veut le faire au travers de la modularité, parce qu'on sait que le tissu technico-économique français, c'est beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et si nous, end-user, on dit on veut que des robots tout packagés, tout assemblés, on va s'adresser à 1-2 industriels et peut-être laisser un peu sur le côté, au bord de la route, tout notre tissu économique qui pourtant est fort et peut nous apporter beaucoup dans le changement là, qui s'annonce. Merci pour le témoignage. Il nous reste normalement 2 à 3 minutes. Je peux prendre quelques questions en fait, dans la salle, si quelqu'un le souhaite. Et à ce moment-là, je passerai le micro. Je suis en train de regarder. Pas de questions apparemment. En tout cas, je ne le vois pas. C'est intéressant là parce que vous avez tous abordé en fait le côté, alors comme Corentin le disait un peu, c'est le B2B2C quelque part. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout de suite un regard sur l'utilisateur final et ce pourquoi on va développer cette machine. Parce que c'est vrai que quand on connaît un petit peu la robotique, on a souvent vu même des startups qui nous présentaient une machine et qui ensuite réfléchissaient à l'usage. Bon, ça n'a pas toujours bien marché. Parfois, oui, mais c'est quand même un peu risqué. J'avais une petite question comme ça qui va paraître un peu anecdotique, mais dans les expériences que vous avez justement de mise en œuvre des robots dans les différents environnements, est-ce qu'il y a eu des comportements typiques des utilisateurs justement qui ne sont pas roboticiens? Par exemple, le fait de donner un nom au robot, le fait de le customiser. Est-ce que vous l'avez vécu, ce genre de choses? Alors oui, on a mené il y a 2-3 ans là, une thèse CIFRE qui s'appelait Robotique Ikigai. Voilà, si, je sais pas, Catherine Simon sera peut-être là aujourd'hui, j'en sais rien, mais le terme vient d'elle. Justement pour travailler à cette histoire d'adhésion des opérateurs et de susciter la motivation. On a mené une expérimentation sur une machine intelligente, c'est pas vraiment un robot, mais peu importe. Et on a effectivement été assez bluffé quand on a amené cette machine. On a posé la question à nos opérateurs, est-ce que vous auriez envie de donner un prénom à la machine? Première réaction, bah non, vous êtes con, c'est une machine, non, on ne veut pas lui donner de nom, quoi. Et 5 minutes après, ils étaient là. Voilà, nous, le prototype, on l'avait appelé Pico parce que c'était une perche d'inspection des toitures. Et ils étaient là, ils disaient, oh, il picote. Hein. Et finalement, ils étaient en train de prendre la réaction complètement inverse de celle qu'ils avaient verbalisée. Donc, quand on développe les robots et qu'on suscite l'adhésion, il ne faut surtout pas s'arrêter au premier niveau de réponse des opérateurs. On va chercher des choses qu'ils ne peuvent pas verbaliser et qu'il faut réussir à capter autrement. Témoignage, Corentin? Oui, si je peux continuer. Deux retours d'expérience que je partagerai avec vous. C'est premièrement la première réaction. Alors je ne sais pas si c'était celle-là aussi, mais c'est ah ouais, mais le robot il va prendre le travail des humains. Et ça c'est terrible. C'est terrible parce qu'effectivement, il y a ce sentiment de pas de déclassement de l'humain, mais de remplacement un peu. Voilà. Et puis quand on commence à expliquer que c'est peut-être que sur certaines tâches qui sont peut-être les plus pénibles,
que ça fait peut-être 60 ans ou un peu plus qu'il y en a dans l'industrie et que ça a permis de faire évoluer. Et c'est pas pour autant qu'on a un taux de chômage qui explose parce qu'on a arrêté parce qu'on a mis des machines dans les usines. Justement, ça permet de garder de la compétitivité, ça permet de donner du sens aussi peut-être sur des activités humaines qui en ont plus. Le développement d'énormément justement de technologies qui sont au service de l'humain. Donc voilà, il faut passer ce cap. Et puis la deuxième réaction, oui, c'est une réaction, quand on met un robot quelque part, c'est pas juste une machine. C'est pas juste une machine. On avait une matinale récemment avec Frédéric, où il y avait une chercheuse de Grenoble, Véronique Auberger, et qui disait quand on met une machine, un robot, il n'y a pas que la machine que l'on met. En fait, on crée une relation vraiment entre les personnes et le robot. Alors, on les a dotés d'yeux. Parfois, ils sont carrément humanoïdes. Donc, ça veut dire qu'ils ont des références au corps humain. Donc, il y a vraiment une transposition qui s'opère et quelque chose qui se fait. Donc, on a envie, d'ailleurs. On a envie, Léopold, quand tu dis on voudrait des humanoïdes, là, effectivement, il y a une vraie volonté d'avoir une curiosité. Voilà. Donc, c'est aussi mettre un nom, donner un petit nom. André, Léopold, peut-être en 30 secondes sur le sujet. Ok, alors en 30 secondes. En duo. Expérience aux États-Unis, dans un restaurant où il y avait des robots de service. Tous avaient un petit nom. Et on commandait un robot avec son nom. Donc, lorsqu'on scannait le QR code, il y avait on le ne sait nom pas s'il avait été donné par le personnel ça, ou aucune on idée. sait pas. Mais en tout cas, il y avait cette appropriation donc, qui apparaissait là. La deuxième chose, pour moi, qui me semble être dans ce futur de cette robotique de service, c'est un peu le pendant de ce qu'on a vécu dans l'industrie avec la cobotique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas de dire le robot ou l'humain. On va prendre l'efficacité du robot pour les tâches pénibles. Par exemple, tu parlais des desserts, oui, ça j'y crois beaucoup. Et en même temps, on va garder le côté relation humaine ou intelligence par l'humain. Donc, je pense qu'on va vers cette tendance-là. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et je sais que pour vous, ça va être difficile, la période intermédiaire, mais je pense que le futur est quand même assez sympa derrière. Et Léopold, qui sera la dernière intervention, un peu de conclusion. Est-ce que tes clients donnent des noms aux robots? Alors oui, tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, nous, en gros, dans 100% des cas, on donne des noms à nos robots auto-laveuses. Bon, le robot s'appelle CC1 initialement, donc bon, c'est sûr qu'il y a plus sympa comme surnom. Mais même, on va même au-delà maintenant. Quand on arrive, on installe nos robots auto-laveuses, on est forcément avec le responsable d'équipe et on va même plus rassurer le technicien, mais on rassure le responsable d'équipe. On lui dit, bah oui, il va forcément avoir peur. Léobotics est là pour démocratiser, pour former votre technicien, mais vous allez voir, on rassure les responsables, vous allez voir, les techniciens vont donner un nom, vont l'accepter dans une semaine ou deux. Et puis finalement, Et c'est le cas? Oui, c'est le cas, quasiment dans 100% des cas. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire à nouveau. Effectivement, ça mériterait encore une autre conférence, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes chez Léobotics sur des exosquelettes. À la base faits pour la rando, mais qu'on met finalement chez des seniors en perte d'autonomie ou des personnes atteintes par exemple de Strumple-Lorrain, des exosquelettes qu'on va sûrement voir de plus en plus pour marcher plus longtemps avec moins d'efforts, pour porter dans l'industrie, et en gros des exosquelettes qui eux diminuent en termes de prix, qui avant n'étaient pas accessible, qui aujourd'hui se situe dans 3 à 5 000 euros. L'amplification du mouvement et la robotique d'assistance, des dispositifs d'assistance. Donc voilà, ça méritera peut-être un autre colloque, une autre conférence. Oui. Merci. Merci à vous quatre. Merci aux personnes qui sont venues assister à cette table ronde. Et voilà, on vous libère avec 3 minutes de retard, mais c'était intéressant. C'était dense, c'était intéressant.